23e anniversaire de la mort du père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens se souviennent de Félix Houphouët-Boigny. Les femmes victimes de violences en Côte d'Ivoire, environ 15 000 cas enregistrés de 2000 à 2015. Que dit la religion sur les violences faites aux femmes? On en parle. Enfin, 7 décembre 1941, retour ce soir sur un événement majeur de la Deuxième Guerre mondiale, l'attaque de Pearl Harbor. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Les Ivoiriens rendent hommage aujourd'hui au père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, décédé le 7 décembre 1993, reste ainsi présent dans le cœur de ses compatriotes. Président de la République de 1960 à 1993, quelles ont donc été les actions de Félix Houphouët-Boigny? On fait le point avec Ami Koulibaly et Christelle Ounda. 7 décembre 1993, les drapeaux sont en berne. Le vent de la mort a soufflé ce jour-là. Le père fondateur de la Côte d'Ivoire s'en est allé. Il avait 88 ans. Émotion, tristesse, douleur chez le peuple ivoirien. 23 ans après, ce jour reste encore gravé dans les esprits. Parents, grands-parents ou encore arrière-grands-parents parlent encore du parcours légendaire de cet homme à leur progéniture qui ne l'ont pas connu. Houphouët fut le précurseur de la Côte d'Ivoire indépendante qu'il dirigea de main de maître jusqu'à sa mort en 1993. Homme de paix, surnommé le Sage, Nana Boigny aura marqué son époque dans le monde diplomatique par son parcours extraordinaire. Planteur et médecin de carrière, il fut ministre de gouvernement français, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, maire d'Abidjan, premier ministre ivoirien avant d'accéder à la magistrature suprême en devenant ainsi le premier président de la République de Côte d'Ivoire de 1960 à 1993. Il a été le premier président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le sage Houphouët-Boigny était également partisan de la France-Africa. Il fut aussi un acteur de paix dans le monde entier. On se souvient encore de ses phrases célèbres sur la paix. Il n'y aura pas de paix tant que la force paraîtra l'unique recours possible pour dénouer des situations intolérables. Fête nationale, 7 décembre 1979. Le dialogue est l'arme des forts et non des faibles. C'est l'arme de ceux qui font passer leurs problèmes généraux avant les problèmes particuliers, avant les questions d'amour propre. Dans la recherche de la paix, de la vraie paix, de la paix juste et durable, on ne doit pas hésiter un seul instant à recourir avec obstination au dialogue. Un geste qui lui a valu les honneurs de l'UNESCO à travers le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Ce prix qui porte son nom est décerné chaque année à un acteur de paix. Le président Félix Houphouët-Boigny, dit le vieux, était marié et père de 7 enfants. Un tout autre sujet à présent, les femmes victimes de violences en Côte d'Ivoire, environ 15 000 cas enregistrés de 2000 à 2015. Les femmes subissent quotidiennement des sévices, notamment les violences conjugales, excisions ou autres viols. De manière générale, la loi condamne ces violences. Mais quelle est la position des chefs religieux sur les violences faites aux femmes? Ils sont au micro de Fatou Fofana. Les Nations Unies définissent les violences à l'égard des femmes comme tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin, causant aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de la liberté, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique. Sur le plan religieux, cependant, aucun texte ne saurait justifier la violence envers les femmes, bien au contraire. En islam, elle n'est pas faite pour être boxée ou bien tapée là-dessus, mais elle est faite pour les bises. La clé du paradis de l'homme se trouve sous les pieds de sa mère. Alors, nos femmes sont nos mères, nos femmes sont nos épouses. Il y va de soi. On ne peut pas avoir le paradis sans respecter la femme de façon générale. L'Église interdit, l'Église condamne ces violences. N'oublions pas que dans le récit de la création, la femme est venue comme solution au problème de l'homme. La femme est venue comme remède au problème de l'homme. Je dirais de façon traditionnelle, comme un médicament. Et lorsqu'on s'en prend comme ce médicament divin, on est à côté de la pensée, de la vision, du dessein même de Dieu. La violence à l'égard des femmes est l'une des formes de violation les plus fréquentes et les plus répandues des droits de l'homme. Elle est ancrée dans des structures sociales sexistes.
On s'intéresse à présent aux activités de l'Association ivoirienne pour le bien-être familial. L'AIBF recommande la planification familiale au planning familial. Ce moyen vise à contrôler les naissances, donc améliorer la vie et la santé des populations. L'AIBF qui exprime aujourd'hui sa satisfaction car pour l'année 2016, on note en Côte d'Ivoire environ 43 000 utilisateurs additionnels des méthodes contraceptives. Delphine Bla. Quand on ne respecte pas le planning familial, voici ce que ça donne sur cette affiche. Une femme enceinte avec un bébé au dos, 2 autres enfants qui se battent pour un bout de pain et le père dans des difficultés. Pourtant, si la naissance est espacée, la famille est heureuse. Nous existons depuis le 11 septembre 1979 et depuis le 11 septembre, nous offrons donc des méthodes de contraception aux populations ivoiriennes. Nous avons 10 cliniques au niveau du réseau AIBF, donc 10 cliniques qui nous sont propres. Donc, les offres de services se font à travers ces cliniques-là. Le planning familial existe en Côte d'Ivoire, mais la méthode est peu connue. Bon, le planning familial, je n'en sais pas trop. C'est d'éviter de faire les enfants collés. Le planning familial, c'est... Bon, ce sera pas le mot me manque. L'AIBF, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, est membre à part entière de la Fédération internationale pour la planification familiale. L'association dresse un bilan concernant les méthodes contraceptives en Côte d'Ivoire. Concernant la planification familiale en 2016, donc de 1er janvier 2016 jusqu'à fin octobre 2016, nous avons pu avoir ce qu'on appelle les utilisateurs additionnels au nombre de 43 300. Au niveau de la population ivoirienne. Et ces 43 300, nous avons 60% qui utilisent donc les méthodes de longue durée, ce qu'on appelle les injectables, qui utilisent les injectables, et à peu près 23% pour les implants et 12% pour les pilules. Les implants et les pilules n'ont pas de conséquences. Avant d'opter pour une méthode de contraception, vous avez ce qu'on appelle le counseling. Donc vous avez l'agent, le prestataire qui est en face du patient, et il y a un certain nombre de questions ou d'interrogations auxquelles la patiente est amenée à répondre. Et donc c'est à l'issue de tout ça que nous proposons des méthodes, et c'est à la patiente à qui revient la décision finale d'adopter une méthode de contraception. Pour les assises d'Abidjan, prévues du 12 au 14 décembre, l'AIBF a plusieurs défis à relever. Il s'agit de nous aider à avoir les outils nécessaires pour accroître l'offre de services en termes qualitatifs ou quantitatifs, ou même les deux, de nous aider à lever les barrières socio-culturelles, les mœurs, les coutumes. Pour l'AIBF, planifier les naissances, c'est planifier l'avenir. Des journées scientifiques pour faire la promotion de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle en Côte d'Ivoire. Elles se sont déroulées les 1er et 2 décembre dernier dans la commune du Plateau. Il s'agissait également de renforcer les capacités des acteurs de cette médecine. Rechercher les voies et moyens pour faire la promotion de la médecine traditionnelle, c'est tout le sens des premières journées scientifiques de la médecine et de la pharmacopée initiées par la Fédération des tradis praticiens de santé et des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. Ces journées ont duré 2 jours. Plusieurs problématiques ont été posées, notamment la question de la valorisation des médicaments traditionnels. Les participants ont proposé des méthodes et stratégies pour promouvoir les médicaments traditionnels. Pour mieux utiliser ces produits, les praticiens ont été encouragés à renforcer leurs capacités. Les praticiens de médecine traditionnelle connaissent les plantes, mais ils ne connaissent pas totalement ce que c'est que la plante dans toute entièreté. Ils peuvent connaître une partie de la plante qui puisse traiter une maladie, une pathologie. Mais ici, avec cette formation, on connaîtra ce que c'est que les vertus thérapeutiques totales même de ces plantes et connaître encore plus le principe actif qui se trouve dans nos médicaments. Les premières journées scientifiques ont été par ailleurs meublées par des expositions portant sur les résultats de recherche. Ils portent sur le traitement des maladies telles que le diabète et l'hypertension artérielle.
Des précisions de Grace Kando. Un tout autre anniversaire dans cette édition, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a 25 ans. Les festivités ont débuté hier en présence de la ministre de la Communication Afoussiata Bamba Lamine. Elles se poursuivent aujourd'hui avec la décoration de 15 journalistes et hommes de médias. Honora de Yedagne, ancien président de l'UNJCI, Yves Zogbo Junior, animateur, et Jean-Claude Bayala, journaliste, fait officier dans l'Ordre national ivoirien, et 12 autres acteurs de la communication, fait officier et chevalier dans l'Ordre du mérite ivoirien, 15 récipiendaires au total, une première dans l'histoire de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, initiatrice de cette action validée par la grande chancellerie. C'était une injustice qui a été comblée. Des grandes dames comme Sali Ouattara, la première directrice des publications du sexe féminin, après 23 ans de travail. Pour la ministre de la Communication, Maître Afoussiata Bamba Lamine, ces décorations sont l'expression de la reconnaissance et du professionnalisme. Les décorations que certains de vos consoeurs et confrères viennent de recevoir attestent bien que vous n'êtes pas oubliés de la nation. D'ailleurs, il ne peut en être autrement quand on sait que vous représentez le 4e pouvoir. Statut qui vous confère une grande importance dans toute société démocratique. Des récipiendaires heureux, la satisfaction du devoir accompli pour les uns, des défis à relever pour les autres. Il est quelquefois difficile d'exprimer ça clairement, mais c'est une satisfaction. Nous qui sommes maintenant à la retraite, on pense qu'on ne nous a même pas oubliés. Ça veut dire qu'au moins notre passage n'a pas été inutile. Ce n'est pas simplement la décoration qui est importante, c'est toute la responsabilité qu'une décoration vous confère parce qu'on a reconnu vos mérites, parce qu'on a reconnu que vous avez bien fait votre travail. Une cérémonie de distinction précédée de moments d'échange autour de l'œuvre journalistique de Noël Eboni et des défis qui attendent l'UNJCI. Nous avons encouragé le gouvernement à faire en sorte que l'UNJCI soit déclarée organisation d'utilité publique parce qu'elle a une mission majeure, noble, à accomplir pour les années à venir. Et dans les perspectives, une toute proche, la 18e nuit des Ébonies, le samedi prochain, qui consacrera les meilleurs journalistes de l'année à Yamoussoukro. Un reportage de Franck Kouadio. En vote aujourd'hui pour la présidentielle au Ghana, le scrutin se déroule entre le chef de l'État sortant John Dramani Mahama au principal candidat de l'opposition Nana Akufo-Addo, environ 15 millions de Ghanéens appelés aux urnes. Drame au Pakistan, un avion qui transportait 48 personnes s'est écrasé aujourd'hui dans le nord du pays. Aussitôt tombé, l'appareil s'est enflammé. Un bilan provisoire fait état de 40 morts. Enfin, 7 décembre 1941, il y a 75 ans, l'attaque de Pearl Harbor. Le Japon frappe par surprise la base de la marine américaine située dans l'archipel d'Hawaï. Cette agression a pour conséquence l'entrée des États-Unis dans la Deuxième Guerre mondiale. Les explications de Franck Kouadio. Décembre 1941, une flopée d'avions japonais attaque par surprise la flotte de guerre américaine à Pearl Harbor, dans l'archipel des Hawaï. C'est la guerre. Les États-Unis la déclarent au Japon. L'oncle Sam décide de sortir de son isolationnisme. L'annonce est faite par le président américain Franklin Delano Roosevelt au Congrès. Au même moment, 26 pays adoptent le programme de la Charte de l'Atlantique. Cela aboutit à la Déclaration des Nations Unies le 1er janvier 1942 et à la formation de la Grande Alliance contre les puissances de l'Axe et du Japon. Retour sur l'attaque. La flotte nippone, forte de 6 porte-avions, 423 avions et 27 sous-marins s'approche à 500 km de l'archipel sans être repérés par les radars. Le code de déclenchement de l'attaque est Tora Tora, tigre en japonais. Utilisant la musique émise par une station radio de Honolulu comme aide à la navigation, les pilotes se rapprochaient de leur cible. Sur la base navale d'Hawaï, l'alerte n'avait toujours pas été lancée et tout le monde dormait, profitant d'un dimanche matin paisible. À la grande surprise de ceux qui se trouvaient dans le port, juste avant 8 heures, la première vague d'assaut japonaise surgit du ciel et le calme disparut.
C'est que l'amiral Yamamoto, commandant de l'armée, a voulu détruire préventivement la flotte américaine pour faciliter la conquête de l'Asie. L'attaque a lieu à 7h40. En 2 heures, les Japonais détruisent ou endommagent 8 cuirassés ainsi que 3 croiseurs et 4 navires. 188 avions au sol sont aussi détruits. Au total, 2403 marins sont tués. Du côté des assaillants, seulement 29 avions sont abattus et 55 morts, des kamikazes s'étant volontairement laissés écraser. Mais auront échappé les 3 porte-avions de la flotte américaine du Pacifique, pas présents à quai au moment de l'attaque. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci de toujours suivre RTI2.